Le 29 mai 1914, à 1h55 du matin, le paquebot Empress of Ireland et le cargo norvégien Storstad entrent en collision sur le fleuve Saint-Laurent. C'est la plus grande tragédie maritime canadienne. 1012 personnes ont perdu la vie dans ce navire qui a coulé en 14 minutes. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale aura fait oublier cette histoire. Pourtant, 100 ans plus tard, l'épave n'a pas encore révélé tous ses secrets. Le Titanic, c'était 2 ans avant. C'était un truc énorme. Et à cause de ça, comme toujours, le deuxième, c'est pas assez grand pour être le même niveau. En 1914, ça avait déjà eu beaucoup d'impact médiatique. La nouvelle s'est répandue quand même à travers le monde assez rapidement. Mais aujourd'hui, imaginez une histoire comme ça en 2013, là, je pense que l'impact serait énorme. L'Empress of Ireland, comme son navire jumeau l'Empress of Britain, a été construit en 1905 à Glasgow, en Écosse. Dès 1906, il entreprend cette traversée de l'Atlantique entre Québec et Liverpool pour le compte du Canadien Pacifique. Donc en 1914, ça faisait déjà 8 ans qu'il naviguait. Il avait fait près de 200 voyages déjà. Il pouvait contenir au maximum 1900 personnes à bord. Évidemment, la ligne de transatlantique qui vient vers Québec, vers le Québec, et pas celle de New York. Les plus gros paquebots, les plus luxueux sont sur la ligne de New York. Mais ici, dans le Saint-Laurent, au moment de sa construction, c'est le navire le plus moderne, le plus rapide et le plus gros qui est jamais entré dans le fleuve pour une compagnie de transport maritime de passagers. Il faisait Québec-Liverpool en 6 jours, dont 2 jours sur le Saint-Laurent. Donc, c'était aimé des gens parce que c'était seulement 4 jours en pleine mer. Alors, c'était plus confortable de naviguer 2 jours dans le Saint-Laurent que de passer 6 jours en pleine mer pour arriver à New York, comme exemple. Quand le fleuve Saint-Laurent est libre de glace, la porte d'entrée des immigrants pour le Canada, c'est Québec et Montréal, c'est le fleuve Saint-Laurent. Alors, le contexte de l'époque fait qu'il y a énormément de lignes de transport maritime, de lignes de passagers qui font l'aller-retour Grande-Bretagne, fleuve Saint-Laurent, à toutes les semaines. Et l'Empress s'inscrit directement dans ça, c'est-à-dire que ce paquebot-là du Canadien Pacifique remplit une tâche d'amener des immigrants au Canada qui est en demande à cette époque-là. C'est des milliers de personnes qui arrivent. La compagnie du Canadien Pacifique, à cette époque-là, a des terres dans l'Ouest canadien, a des chemins de fer, a des hôtels partout dans le monde. Ils font leur publicité en disant qu'on peut faire le tour du monde sans jamais quitter les installations et les équipements du Canadien Pacifique. Alors, eux, dans le marché de l'immigration, si on peut appeler ça comme ça, ils ont un grand intérêt à amener des immigrants vers l'ouest du Canada. Alors, c'est ce qui fait que les 2 paquebots Empress font la traversée fréquente entre la Grande-Bretagne et le Canada. Et quand ils débarquent des passagers à Québec, c'est pas long que la plupart s'embarquent dans des trains vers l'Ouest canadien. C'est intéressant parce que juste derrière nous, c'est là où s'amarraient les Empress. Si on regarde de l'autre côté du Saint-Laurent, on voit le quai qu'on appelle le Brise-Lames, devant lequel il y a un cargo présentement marin avec une ligne jaune. Là. Bon, ce bateau-là est amarré exactement à l'endroit où s'amarrait l'Empress of Ireland à cette époque-là. Les bâtiments qui sont derrière, évidemment, ont tous été démolis et sont plus récents. La dernière traversée de l'Empress, le 28 mai 1914, les gens qui s'embarquent à bord pour aller à Liverpool sont de diverses origines, divers horizons.
Il faut comprendre que c'est une traversée assez routinière, finalement. Hein. C'est la première de la saison d'été 1914 pour l'Empress of Ireland. Mais les gens qui s'embarquent à bord, c'est de tout. Des hommes d'affaires, des femmes d'affaires en première classe. Mais la première classe n'est pas très pleine. Une capacité d'à peu près 300 passagers. Il y a 80 et quelques personnes. En deuxième classe, on a un contingent très important de l'Armée du Salut qui s'en va à un grand congrès en Grande-Bretagne. Il y en a quelques-uns de ceux-là qui sont en troisième classe aussi. Mais en troisième classe, là, c'est plus diversifié, effectivement. Les horizons sont divers. Les gens sont de partout, des États-Unis, des immigrants qui sont venus tenter leur chance en Amérique du Nord, mais sans succès, qui doivent repartir. Alors, on trouve vraiment de tout à bord de l'Empress pour la dernière traversée. Pendant 6 jours, les passagers pourront savourer le luxe et le confort du navire. L'Empress est à une dizaine de milles à l'est, au nord-est d'ici. Exactement ici. Une équipe de plongeurs quitte le quai de Rimouski pour se rendre sur l'épave de l'Empress of Ireland, localisée à environ 7 km de la rive de Sainte-Luce-sur-Mer. Le travail des plongeurs consiste à filmer et documenter l'état du navire pour un projet de recherche archéologique. Ils plongeront à 42 mètres de profondeur dans les eaux froides du Saint-Laurent. Le temps a fait son œuvre. L'épave se détériore chaque année. La nature reprend ses droits. On y retrouve des structures et des pièces méconnaissables pour le commun des mortels. Mais les plongeurs, qui s'y rendent chaque année, explorent et découvrent sans cesse de nouveaux secrets. Plonger sur cette épave est très difficile pour les passionnés des profondeurs. Tous les défis sont réunis. Courant, marée, mauvais temps, visibilité très réduite et température de l'eau à 3 degrés Celsius. Une plongée très technique et dangereuse qui ne s'improvise pas et qui exige une grande préparation. C'est d'étudier les plans pour savoir dans quel secteur de l'épave on va plonger parce que c'est quand même 550 pieds de long, 65 pieds de large, donc c'est très vaste. Là. On ne peut pas explorer l'épave au complet dans une plongée. Là. Fait que c'est de planifier où on va aller, les profondeurs, les temps de fond qu'on veut faire, les types de mélanges gazeux qu'on va respirer. Avoir toujours beaucoup de redondance, ce qu'on appelle, c'est d'avoir des plans A, des plans B, plans C. S'il arrive quoi que ce soit sous l'eau, qu'on soit capable de pallier à la situation qui arrive. These challenges, if they're not identified and properly dealt with, they quickly become dangerous. So that's one of the reasons why there should be a certain level of skill for divers coming to this area. It's not a dive that an open water diver would or should be engaging in. Présentement, on utilise pour cette plongée-ci du 28 % d'oxygène. C'est le pourcentage d'oxygène qu'il y a dans le mélange respiratoire qu'on utilise aujourd'hui, contrairement à ce qu'on respire à l'extérieur aujourd'hui, qui est 21 % d'oxygène. Donc, on augmente la part en oxygène pour diminuer un peu notre temps de décompression. Donc, on accumule moins d'azote durant notre plongée, fait que ça nous permet de faire une plongée soit un peu plus longue ou d'avoir un côté plus sécuritaire. You better have the respect for this wreck, or you're going to find yourself in a very difficult and dangerous situation. Dans les années 60, un groupe d'aventuriers retrouve l'épave et plonge. Claude Villeneuve est du nombre. On prenait des chances.
On prenait des chances, mais c'était notre sport. On vivait pour ça. Ensuite, ça vaut la peine d'ouvrir pour les autres plongeurs. Tu vois, il y en a plusieurs qui se rendent là tous les ans, qui aillent plonger dessus encore. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres victimes, parce que là, ça en fait là, assez, là, ça en fait 7-8. C'est déjà trop. People have lost their life on this wreck for a variety of reasons. Some have been medical events, others have been diving-related events, and any loss of life is obviously tragic. Oui, on y pense régulièrement parce qu'il y a un de nos bons amis qui est décédé là. Il y a même une plaque là, à son honneur là, qui est installée sur la coque, sur le pont, c'est-à-dire à l'avant. Puis c'est sûr que j'y pense régulièrement. Là, Après 100 ans au fond du Saint-Laurent, l'Empress of Ireland est très mal en point. Les structures des ponts se sont effondrées les unes sur les autres. Malgré les ravages du temps, on peut encore reconnaître certains endroits, comme les escaliers du paquebot. Pour prélever des objets sur l'épave, il a fallu monter une équipe d'experts et déposer un projet aux autorités. Quand on veut faire une opération d'archéologie sur un site, comme le site de l'Empress of Ireland, il faut tout d'abord faire une demande de permis auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec, qui nous autorise à faire l'opération. Comme le site de l'Empress est protégé aussi il y a une demande supplémentaire si on veut récupérer des objets qui sont sur le site archéologique lui-même. Et pour nous, un des objets symboliques est le sifflet à vapeur, qui finalement était le seul outil dont pouvaient se servir les gens du navire pour se parler d'une certaine façon et s'entendre. Alors pour nous, c'était symbolique, le sifflet à vapeur. Et en plus, c'est un bel objet. C'est un objet unique. Alors on travaille pour sortir cet objet-là. L'argumentaire qu'on a présenté dans le cas de l'Empress, c'était de faire une opération qui n'allait pas toucher à l'intégrité de l'épave. Donc l'objet que l'on cherche, le postulat qu'on a fait avec les informations qu'on avait des plongeurs, c'était que le sifflet se trouvait sur le fond marin et non plus relié avec des éléments structurels de l'épave. Ça a été accepté et on a monté une équipe avec des plongeurs, un archéologue et puis tout était fait dans les règles de l'art pour ne pas altérer l'épave. Et on espère bien pouvoir trouver le sifflet dans les prochaines semaines. L'importance du sifflet, elle est imbriquée dans l'histoire du naufrage, puisque le sifflet, c'est un moyen de communication. Donc, au moment du naufrage, il y a toute une problématique autour de la signalisation de l'Empress par son sifflet. Ensuite, sur un bateau, c'est toujours un élément important. C'est comme la cloche aussi du navire. C'est des éléments qui font que le bateau a une certaine vie. Une certaine communication qui se fait avec ces objets-là, que ce soit la cloche ou que ce soit le sifflet. Donc oui, il y a un intérêt. C'est certain que la nuit du naufrage, ce sifflet à vapeur-là, il a servi à aviser le charbonnier, soit de changer de course ou quoi que ce soit, ou au moment du naufrage, il a servi à donner des signaux justement pour l'évacuation du bateau et tout ça. Dans la nuit du 29 mai 1914, par une mer calme, le charbonnier norvégien Størstad remonte le Saint-Laurent vers l'ouest. Au large de Pointe-au-Père, l'Empress of Ireland navigue vers l'est.
Alors, sur l'Empress, on aperçoit les feux d'un autre navire à quelques milles marins de distance. Évidemment, ça, c'est des opérations de routine. L'autre navire s'approche visiblement, lui, de Pointe-au-Père pour prendre son pilote. Alors, on estime la distance, on estime la route qu'on doit parcourir. Or, il se présente du brouillard qu'on voit se lever de la côte. Et là, ben, la donne change, puisque dans le brouillard, on ne peut plus estimer la route de l'autre et sa distance et sa vitesse. On s'échange des signaux de brume, de sifflets à brume pour donner une indication à l'autre de nos manœuvres. Mais évidemment, dans le brouillard, avec un peu de vent, c'est des sons qui sont difficiles à percevoir. Enfin, on les entend, mais c'est dur de voir d'où ils viennent, de quelle distance. Alors, il y a confusion dans l'interprétation des signaux lumineux avant le brouillard et des signaux de brume dans le brouillard, ce qui fait que les deux navires s'approchent dangereusement l'un de l'autre. Et au lieu de se croiser comme ils ont estimé l'un l'autre, en fait, ils vont se frapper. Le charbonnier Storstad frappe l'Empress of Ireland en plein centre, entre les deux cheminées, donc en plein centre de sa coque, à l'endroit où finalement l'Empress of Ireland était le plus vulnérable. Lorsque le navire, le Storstad, s'est décroché, il y avait une immense brèche qui a été laissée dans la coque du navire et rapidement l'eau a envahi les grandes salles de machines et c'est là que le navire s'est renversé pour couler en 14 minutes. Le navire qui éperonne l'Empress, lui, ne fait pas naufrage. Il est évidemment endommagé à sa proue, mais il coule pas. Et pendant quelques minutes, il y a beaucoup de confusion. Ils ne savent pas si l'autre navire est OK, s'il est reparti, si bon. Mais après quelques minutes, ils se rendent compte qu'ils entendent des cris, que l'autre navire va pas bien du tout. Alors le Storstad, l'équipage va mettre des chaloupes à l'eau et eux-mêmes vont aller récupérer plusieurs personnes. Et finalement, les 465 survivants de l'Empress sont presque tous passés par le Storstad. Or, quand on apprend au petit matin, le 29 mai 1914, que l'Empress of Ireland a fait naufrage puis qu'il y a plusieurs centaines de morts, peut-être 1 millier, juste devant Rimouski, ça a tout un impact. Évidemment, ça a été un choc pour les gens de la région, les gens qui connaissaient bien le paquebot. Et à Rimouski, la ville va se mobiliser très, très rapidement pour venir en aide aux survivants. Quand ils sont descendus, les survivants, à terre, c'est pour la plupart au quai de Rimouski. Et ils vont être pris en charge très rapidement par notamment le magasin général H.G. Lepage qui va fournir des vêtements, qui va fournir des vivres. Ils vont être hébergés dans des hôtels à Rimouski. L'hôtel Saint-Louis va héberger l'hôtel Saint-Laurent va héberger des survivants aussi pendant les premières heures. Alors évidemment, c'est tout un choc et la ville de Rimouski, le matin même, là, se mobilise pour aider les survivants. 465 personnes à Rimouski qui ont été hébergées dans les écoles, dans les couvents, à toutes sortes d'endroits. On a vidé les magasins pour les habiller parce que tout le monde n'avait pas de linge. La plupart étaient soit en jaquette ou même presque nus. Alors, pendant 2 jours, ça a été vraiment un branle-bas de combat pour nourrir, habiller tous ces gens-là qui étaient pour la majorité des anglophones dans un milieu francophone. On a fait venir des trains spéciaux pour venir chercher les survivants, les remonter vers Québec et Toronto. Alors, ça a été vraiment pendant deux journées, vraiment beaucoup d'émotions pour les gens de Rimouski, les gens de la région. La tragédie fait 1012 morts, 840 passagers
et 172 membres d'équipage. Ce naufrage est le second en importance en temps de paix, derrière celui du Titanic, qui a coulé 2 ans plus tôt au large de Terre-Neuve. « 465 personnes seront sauvées grâce aux efforts de l'équipage du Storstad, qui parviendra à récupérer la majorité des survivants. Des dizaines de corps ne pourront pas être identifiés et seront enterrés dans des fosses communes de la région. Malheureusement, des centaines demeureront à jamais prisonniers du navire. Le capitaine du Storstad, Thomas Anderson, et celui de l'Empress Henry-George Kendall survivront au drame. 100 ans plus tard, leurs descendants se souviennent. Avec 1012 personnes dans la tête, c'est pas facile du tout. S'il a pensé d'être responsable, c'était impossible de vivre. Et parce que si on a tué 1012 personnes, et voilà, je pense qu'il a pensé, j'avais fait la meilleure chose possible, mais en même temps, c'était impossible d'éviter l'accident. C'était malchance sur malchance sur malchance. C'était un changement de sa vie complète parce que au début, avant l'accident, il était un je crois, le plus jeune capitaine de les grands paquebots à l'époque. Et après, c'était impossible de faire la même chose parce que Canadian Pacific, pour les passagers, pour attirer les passagers, on ne peut pas faire un voyage avec une capitaine qui a perdu le paquebot. C'est normal. He was a captain at 23. He was the youngest captain in Norway. No, it was not a common talking in the family, but in some moments, my grandmother especially talked very much about it. And then we listened good, because she had very much stories about the accident. And she told me about what happened. She told me about all the people they saved. And her effort was quite substantial, I think, in these occasions. Il n'a pas parlé avec les autres membres de la famille parce que pour lui, c'était trop douloureuse pour parler. Et je pense qu'il évite tout ça si c'est possible à faire. Mais en même temps, de temps en temps, je suis sûr que les souvenirs reviennent et il pense si j'avais fait ça, si j'avais ça, etc. C'est vraiment, je pense que c'était très dur pour lui. No. As far as I know, there were no guilt feeling among my grandparents and their children. I don't know anything about that. I've never heard anything about that. I know that both my grandfather and my grandmother, they were kind of bitter on how they were treated after the accident. That was remarkable. I understood that they felt there was done some injustice. Aujourd'hui, pour mener à bien la recherche archéologique, on fait appel à des spécialistes de la région du Bas-Saint-Laurent. Les chercheurs du Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans se rendent au-dessus de l'épave, à bord du navire océanographique Coriolis II, afin de réaliser des relevés scientifiques. Donc, les données qu'on va acquérir aujourd'hui vont nous servir à planifier les plongées de récupération de l'objet. Donc, comme c'est une épave très complexe, profonde et difficile à plonger, l'idée, c'est de donner aux plongeurs des indications précises sur l'endroit où se trouve l'objet. Donc, eux, après leur mise à l'eau, ils pourront se diriger directement à cet endroit-là sans chercher à tâtons dans l'eau. Ils vont avoir une distance par rapport à un point qu'ils connaissent, puis aussi un cap à suivre sous l'eau. Le multifaisceau, l'intérêt, c'est d'avoir une image générale du site, vraiment de toute l'épave en entier avec la bathymétrie. Puis le sonore latéral, lui, ce qu'il va nous permettre de faire, c'est d'aller chercher des images sur des endroits plus précis pour récupérer de la donnée, pour mieux voir les structures. Parce qu'avec le sondeur, on a une résolution qui n'est pas suffisante pour aller chercher les objets de petite dimension.
Et le sonar, comme lui, il plonge, l'appareil plonge sous l'eau. Il va nous permettre d'aller plus près de l'épave, donc d'aller chercher une meilleure résolution en termes de taille d'objet. Identifier, puis essayer de mieux identifier les objets. Oui, c'est ça. Ouais. Tiens, tu vois l'épave qui apparaît ici en bas là? Voilà, ça y est, on est dessus. Donc tel que prévu. Et on la voit aussi ici comme un objet dans la colonne d'eau finalement. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir l'image générale de toute l'épave de l'Empress. Puis, en ce qui nous concerne, c'est de circonscrire la zone potentielle où le sifflet pourrait se retrouver par rapport au reste des vestiges. Nous, de notre côté, au laboratoire, on va faire un traitement qui va nous permettre de raffiner un petit peu donc les données qu'on a acquises aujourd'hui. Donc on va corriger pour la marée, par exemple. Une fois que les données vont être propres, il va falloir, à l'aide de l'archéologue, donc que l'on regarde ensemble ces images-là. Et puis c'est surtout lui qui va être en mesure d'identifier le sifflet, parce que c'est lui le spécialiste. Il sait à quoi correspond, quelle est la forme du sifflet. Globalement, dans quelle zone est-ce qu'on espère le trouver? Là, présentement, on est dans le concret, là, on est sur le bateau, puis il y a des scans qui se font, il y a des plongées qui ont été faites de repérage, il y a d'autres plongées qui sont en planification dans les prochaines semaines. Ça fait qu'on est à quelques jours de réaliser ce rêve-là, de sortir cet objet-là et de l'amener chez nous et de pouvoir le présenter là, lors des commémorations en 2014. Dans les jours qui suivent la tragédie, le gouvernement fédéral instaure une commission d'enquête pour élucider les causes du drame. C'est Lord Mersey qui avait présidé à la commission d'enquête sur le naufrage du Titanic, qui va traverser l'Atlantique pour venir présider cette commission d'enquête-là, ici même à Québec. She began to tell me about what happened afterwards when they came to Quebec, and they were met by a mob. And they had to have police escort to the hotel. And she told me about the hearings and the inquiry, and she felt that the Storstad crew and side of the story, it wasn't heard. It seemed that everything was, it was decided before. Il a répondu à 850 questions. Et 850 questions, c'est énorme. Et puis, après ça, bon, est-ce que c'est possible de trouver des autres choses? La commission d'enquête va poser des milliers de questions, va entendre plusieurs témoins, va faire finalement un travail, somme toute, assez sérieux d'examen des circonstances de l'accident. Et va venir, après quelques semaines, à la conclusion que les deux navires ont agi de manière assez prudente, peut-être trop prudente dans le brouillard, ce qui les a conduits à faire des manœuvres qui ne sont pas recommandées. Tout le monde a essayé d'éviter l'accident, et à cause de ça, l'accident est passé. Et c'est vraiment triste, parce que c'était inévitable, presque. Ils vont blâmer le Storstad et en particulier le second officier Alfred Toftenes pour avoir changé de direction dans le brouillard et ne pas avoir appelé le capitaine dès le moment où le brouillard est apparu aussi à la passerelle, puisque le deuxième officier était aux commandes et le capitaine dormait dans sa cabine. Et il a été appelé, le capitaine Anderson, très, très tard, hein, juste au moment où la collision se produit. Storstad was not to blame. And in the Norwegian inquiry and hearing, that was the conclusion. And I guess also among the citizens of Arendal, and further on in Norway maybe also, that was the same opinion. Les Norvégiens vont faire eux-mêmes une certaine commission d'enquête qui est pas du tout de la même ampleur, ceci dit, que la commission d'enquête
instaurée ici au Canada, qui va se faire un peu à huis clos dans le consulat de la Norvège. Mais enfin, elle tire quand même des conclusions diamétralement opposées. Du côté des Norvégiens, bien sûr, on va blâmer l'équipage de l'Empress of Ireland. Un mois après le naufrage, le Canadien Pacifique, qui ne peut renflouer le navire, se résout à envoyer une vingtaine de scaphandriers afin de récupérer les corps des victimes, le coffre-fort, 250 lingots d'argent et le courrier. Un plongeur y perdra la vie. Aujourd'hui, on retourne là, pour faire encore quelques images là, de certaines nouvelles pièces qu'on aurait trouvées. Fait qu'on va aller essayer de repérer ça et de filmer ça comme il faut pour être capable peut-être plus de les identifier. Ça se pourrait que ce soit le sifflet qui soit comme écrasé entre des planchers. Fait que je vais me rendre là pour aller refilmer ça comme il faut de proche parce que c'est quelque chose qu'on a trouvé lors de la dernière plongée. We have a reasonably good idea where it should be, but the low visibility and it's absolutely black on the seabed. It's going to take. You could be 5 feet away from it and never see it. Le secteur où on est, c'est sûr que s'il est pour être là, il est dans ce secteur-là. Puis finalement, pouvoir dire s'il est vraiment encore là ou pas, ou s'il est écrasé entre deux planchers. Là. Parce que la manière que la structure elle s'est écrasée, là, avec la visibilité qu'on avait, là, on était capable d'en voir encore plus. C'est que le sifflet il a pu tomber auparavant, comme la cheminée a pu tomber auparavant, puis après, les planchers se sont effondrés dessus. Fait que il peut être n'importe où dans ce coin-là. Là. Maintenant, le défi, c'est de voir si on est capable d'identifier dans cette image-là le sifflet. Si c'est le cas, c'est ça. Si c'est le cas, on est capable ensuite de géoréférencer l'image du sonar à balayage latéral sur l'épave en utilisant des points de calage qu'on voit à la fois dans l'image du Klein 3000 puis dans l'image bathymétrique. Okay. Là, dont on parlait tantôt, on peut voir qu'il mesure environ 2 mètres de haut. Est-ce que c'est ça ou vous vouliez d'autres choses aussi? On voit que la cheminée avant, elle est située par rapport au canot de sauvetage, près au deuxième canot de sauvetage en partant de l'avant. Puis ça, on les voit sur les images sonores, les éléments qui retenaient les canaux de sauvetage. Donc, on peut se repérer là, par rapport à ça. Puis après, tu as ce qu'on a vu tout à l'heure, juste un petit peu plus à droite, tu en as 2 autres qui seraient... Par ici? Oui. C'est ceux-là qui sont ici. Voilà. 2 autres formes allongées. Là. Exactement. Ça, c'est l'anneau. Un anneau qui avait probablement en avant de la cheminée. Puis là, tu vois leur bord rouillé comme ça de la cheminée. Puis l'autre bord de ça, ça recreuse vers l'intérieur. Mais ça, c'est plus haut que moi. Là. Je suis dans un trou là, quand... Mais tu vois, si on regarde... C'est où ça, cet anneau-là? Ça serait ici, ce bord-là. Ça serait, en fait, la partie dure, ça serait le bord, non? C'est ça. Ça serait leur bord de cheminée qui est là. Ah ben voilà. Et puis là, c'est le trou par en arrière. Exact. Donc, il y a celui-là. Puis, je vais dézoomer un petit peu. Là, on voit le sifflet ici. Ici, le sifflet. Et si on descend sous le sifflet, le tuyau a l'air beaucoup plus petit que lui. On réalise qu'on savait vraiment où on était. Là, on n'était pas perdu. On sait qu'on est correct dans notre façon de plonger dans ce secteur-là. Là, on se repère bien avec les repères qu'on a et tout ça. Fait que c'est juste que là, il faut pousser plus loin un peu là, dans les recherches tout. Mais à chaque fois qu'on s'éloigne de l'épave de plus en plus comme ça, ben c'est sûr que les risques augmentent. Il faut toujours se garder une ligne de vie là, pour revenir à notre point de départ, tout ça, parce que c'est vraiment dans la vase, c'est un petit limon fin là, qui lève facilement. Fait qu'il faut prendre des précautions là, puis faire ça tranquillement. À la plongée suivante, on trouve un des tuyaux à vapeur qui était fixé à la cheminée avant. Tous les espoirs sont permis. Le sifflet doit se trouver à proximité.
On a retrouvé le bout de tuyau en question. On a filmé ça. Ça peut être ça. Puis c'est ça. Là, ben là, ça passe un peu serré pour entrer en dedans. Là. On voit que ça a accroché un petit peu à quelque place. Là. Fait que j'ai réussi quand même à rentrer à l'intérieur et essayer d'aller filmer ça un peu. Puis on a refait de la recherche un peu autour de là. J'ai retrouvé un tuyau là, qui serait plus petit en diamètre, en brasse aussi, là, qui pourrait être une alimentation. Là. Sinon, c'est pas mal ça qu'on a fait. Là. S'il se trouve dans la continuité du tuyau de laiton qui a été repéré par les plongeurs, il y a de bonnes chances qu'on retrouve le sifflet. Ensuite, de le récupérer, j'y crois moins parce que si le tuyau est solidaire du sifflet et que le tuyau se retrouve à être sous les éléments structuraux, ça implique qu'il faut qu'on coupe la pièce. Et donc là, on est dans des manipulations plus délicates, plus complexes, tant au niveau de la plongée qu'au niveau de la justification archéologique et historique de prélever cet objet-là sur l'épave. Depuis les années 60 jusqu'aux années 2000, des centaines d'artefacts importants sont récupérés, dispersés et même vendus à l'étranger. Une époque où c'était permis. Aujourd'hui, ce serait considéré comme du pillage. La deuxième et la troisième plongée, on a sorti la cloche qui était dans le poste de pilotage pour les officiers. Puis là, à ce moment-là, c'était la petite cloche, la plaque de passagers de première classe, puis les télégraphes qui donnent les contrôles du bateau, là, pour donner la vitesse du bateau. On a pénétré à l'intérieur du navire. On est allé un peu partout à l'intérieur. On est allé dans la chambre de boisson dans les années 65, où s'y entreposait la boisson. On a sorti des bouteilles de vin, toutes sortes de choses. C'est ce qui fait, entre autres, qu'aujourd'hui, il y a des collections dans les différents musées qui ont des collections de l'Empress. Ça n'a pas été fait sur les normes archéologiques. À la fin des années 90, sous la pression publique, le gouvernement du Québec protège l'épave avec la loi sur les biens culturels. Les plongées sportives sont toujours autorisées dans des conditions d'accès strictes. Mais personne n'a le droit de récupérer des objets. C'est pas non plus tout de protéger. Il faut vraiment trouver une façon de les protéger adéquatement pour que le pillage continue pas, même si elles sont protégées. Moi, je prétends qu'on ne devrait pas empêcher les plongeurs d'aller chercher des pièces sur le bateau. De toute façon, il va se détruire, la mer va le détruire elle-même. Je dis que ce serait mieux que les pièces seraient un peu partout dans des musées. Il y a des objets qui sont dans ces navires qui pourraient être montrés, qui sont assez uniques. Ça fait que les laisser sous l'eau, pour moi, ce n'est pas la solution. On en a la preuve là. Avoir fait cette expédition-là, il y a possiblement une dizaine d'années, on aurait pu sauver, sinon le sifflet, d'autres objets intéressants. Pourquoi elle est protégée? Elle est protégée depuis environ 10 ans. Puis ça, c'est suite à des rumeurs qui supposément étaient fondées qu'il y a quelqu'un qui voulait venir poser des charges sur la coque pour la dynamiter, pour ressortir des biens quelconques à l'intérieur. Donc, il y a des gens de la région qui se sont mobilisés pour empêcher que cette situation-là arrive. Mais de là à tout empêcher, bien, il y avait peut-être une marge entre les deux que là, aujourd'hui, est-ce que on serait capable de revenir en arrière puis de faire une semi-protection? Ça resterait à vérifier avec les paliers de gouvernement. Là. C'est important de les protéger pour pouvoir permettre au public un jour de bénéficier des recherches qui peuvent être effectuées. Oui, je l'ai vu, je l'ai trouvé. C'est bien ça, là. C'est une pièce en brasse là, qui est écrasée entre deux planchers. Puis à l'autre extrémité, là, en rentrant dedans, j'ai pu le voir, là, c'est comme effoiré, là, genre comme ouvert. Là. Puis il y a comme des petits trous là-dedans. Là. Fait que c'est ça. Puis il y a un gros tuyau là, en brasse qui est juste en dessous de ça, qui est tombé dans le fond.
On pensait qu'il serait facile à aller chercher. On ne croyait pas qu'il pouvait y avoir des pièces, des morceaux de bateau qui l'avaient écrasé, qui se retrouveraient sur certaines de ces parties-là. Alors, on a été surpris là, de son état et de où il était positionné, et ça rendait vraiment le projet très difficile. Pour toute l'équipe, l'expédition est un échec. Le sifflet ne sera jamais sorti hors de l'eau. Mais il y a une consolation. On connaît maintenant mieux l'état de dégradation de l'épave de l'Empress of Ireland. Moi, j'en retire une expérience très positive de cette opération-là, même si on n'arrive pas au bout de ce qui était l'objectif, c'est-à-dire de récupérer le sifflet, parce que c'est un projet qui a mis en relation, en synergie, plusieurs acteurs du milieu maritime, que ce soit des musées, des opérateurs sous-marins, des plongeurs, puis des organismes qui font de la cartographie des océans. Les différents partenaires du projet ont travaillé ensemble, mais cette synergie-là est importante parce que un site comme l'Empress of Ireland, il y en a plusieurs dans le fleuve Saint-Laurent. Ils ne sont pas tous protégés. Et c'est seulement en mettant en place une communication étroite entre les différents acteurs du milieu maritime qu'on va être capable de protéger ces sites-là, de les documenter et de les valoriser auprès du public. Ce que je retiens, c'est que cette épave-là est extrêmement en mauvais état. Allons-nous refaire des démarches pour aller sortir des objets? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui parce que j'ai encore des doutes. Ça a été quand même très coûteux. Cette expérience-là, ça fait que je ne peux pas vous dire si on va refaire d'autres demandes pour d'autres objets à cause de l'état de l'épave. Je crois qu'elle a été oubliée trop longtemps, qu'il faut en parler. Je ne dis pas seulement du Titanic, parler de l'Empress, surtout c'est chez nous que c'est arrivé. L'histoire populaire aura parlé abondamment de la tragédie du Titanic. La tragédie moins connue de l'Empress of Ireland aura fait 1012 victimes. Leur histoire mérite d'être racontée pour que jamais ne soient oubliés ces femmes et ces hommes qui reposent dans les profondeurs du Saint-Laurent.